Je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet pas uniquement économique, mais qui est un sujet aussi sociétal et politique, qui est la place de nos territoires à l'intérieur de la révolution de l'intelligence artificielle. Le sujet est un sujet qui est sous-estimé en Europe, parce que l'Europe est absente de la révolution de l'intelligence artificielle, et donc elle n'en voit pas les enjeux. Intelligence artificielle et Normandie, c'est un sujet qui m'a intéressé parce que je connais par cœur votre territoire. Étant pêcheur à la mouche, je connais chaque rivière normande où il y a des truites ou des ombres. Et c'est moi sur la photo. Donc je connais ce territoire même si je vis à Bruxelles. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne pousse pas sur les arbres. L'intelligence artificielle, ça naît à l'intérieur des géants du numérique, chinois ou californiens, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et ça fait l'objet d'une guerre technologique, d'une guerre géopolitique qui est absolument gigantesque. Votre région a des atouts. Elle est à mi-chemin entre les deux grandes métropoles européennes que sont Londres et Paris. Vous avez une magnifique façade maritime. L'unification du territoire s'est faite, même si d'un point de vue économique, on peut regretter que la Picardie vous ait été piquée, alors qu'il était tout à fait logique de faire une grande région normando-picard. Vous avez à la fois une tradition industrielle et puis une tradition agricole. Et les territoires qui se portent bien aujourd'hui dans le monde sont les territoires qui sont à la fois des territoires agricoles et des territoires industriels. Et des régions industrielles en France, il n'en reste pas beaucoup, parce qu'on a désindustrialisé les territoires depuis maintenant quelques décennies par conneries politiques, par lâcheté, par incompréhension du fait que l'industrie est la mère de la plupart des richesses au XXIe siècle. On a eu une association de plein de mauvaises fées pour détruire le tissu industriel qui était considéré comme mauvais, et on ne parlait que d'aide au service à la personne, au tertiaire, en abandonnant la source importante de création de valeur et de richesse qu'est l'industrie. Vous avez d'énormes atouts, vous avez aussi des handicaps qui ne sont pas tous de votre responsabilité. Premier handicap, c'est que vous n'avez pas d'université. Quand je dis pas d'université, vous n'avez pas d'université mondialement connue. Or, un territoire ne peut pas exister sans une université connue. Quand vous allez à Sydney, vous dites MIT, Harvard, Berkeley, Cambridge, Oxford, tout le monde connaît. Vous dites Université de Caen ou de Rouen, personne ne connaît. Donc il faudra une université dans ce territoire, à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ça suppose un énorme travail de faire une vraie université au XXIe siècle. Car les professeurs valent très cher, et le minimum pour avoir un bon professeur d'université, c'est 5 fois le prix où on les paye en France. Sinon, on a des seconds couteaux, ou des bras cassés, ou des gens qui ont peur de prendre l'avion pour aller bosser à Boston. Deuxième problème, c'est que la restructuration de la filière automobile le long de la Seine va être extrêmement forte avec l'arrivée des self-driving cars et la transformation progressive du parc automobile vers l'électrique. La fusion avec Fiat ne se fera pas, vous le savez, mais la question de l'avenir de Renault sur le long de la Seine reste tout à fait entière. Il n'y a pas de fabricant de batterie dans votre région, et vous savez que dans l'électrique, la batterie représente 40% de la valeur et l'informatique va représenter 20%. En réalité, il n'y a qu'une petite partie de la valeur ajoutée que vous maîtrisez dans ce département. Il est urgent, dans cette région, pardon, il est urgent que la région Normandie réfléchisse à l'intelligence artificielle des self-driving cars. Pardon. Autre problème, vous avez une industrie chimique importante et elle est le bouc émissaire de tous les écologistes et ayatollahs verts. Et puis, vous vous êtes fait avoir sur le TGV.
Rouen-Le Havre est la seule métropole importante qui n'a pas son TGV. Je suis venu de Bruxelles en train. J'ai mis, comme d'habitude, 1h20 pour faire Bruxelles-Paris. J'ai mis 1h40 pour faire Paris-Rouen, 100 km. C'est honteux qu'entre un pôle aussi important pour l'avenir et Paris, on soit avec un tortillard. On va plus vite en trottinette électrique qu'en train pour venir à Rouen. C'est inacceptable. Toutes les régions se sont débrouillées pour avoir leur TGV. Et ce qu'avait proposé Attali, le TGV Paris-Rouen-Le Havre, est reporté à l'année 2159, ce qui va être un peu tard pour bénéficier, pour nous, de ce mode de transport. Dernier problème, vous êtes une région agricole et l'agriculture française va décliner si on continue à tenir des propos délirants sur les phytosanitaires, le glyphosate, si on continue à bloquer les OGM alors qu'ils sont généralisés dans le monde entier. Nous ne prenons pas le virage de l'agriculture moderne en Europe par obscurantisme politique des Verts, et je ne parle même pas de la folie végane qui veut nous empêcher de manger des côtes de bœuf, ce qui est problématique pour une région d'élevage comme la vôtre. Nous étions dans un bassin de poissons rouges et nous rentrons maintenant dans un monde de requins. Et la montée en puissance de l'Asie et de la Chine nous le montre tous les jours. Nous sommes des enfants de cœur et en matière d'intelligence artificielle, encore plus que dans n'importe quel domaine. Les conséquences des grandes alliances internationales et l'association Renault, Nissan, Google dans l'automobile nous montrent bien que l'essentiel du combat se situe sur la partie numérique, sur la partie intelligence artificielle, sur laquelle votre région ne travaille pas. Et c'est un tort. L'inexistence dans les technologies d'intelligence artificielle de la région est un immense tort. Pour sauver la filière automobile, il faut que votre région développe une expertise en intelligence artificielle de niveau international. Dans ce monde où il y a beaucoup de méchants, il va falloir travailler en meute. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, la séparation entre la société civile, le monde consulaire, les entreprises, la politique n'a pas de sens. On ne peut gagner la bataille technologique qui s'annonce que s'il y a une alliance extraordinairement forte entre le monde public et le monde privé. Alors, je me suis intéressé dans quelques ouvrages dont on parlait tout à l'heure sur les incidences politiques de l'intelligence artificielle et je voudrais partager avec vous quelques éléments de contexte. Nous rentrons dans le troisième capitalisme et nous ne sommes pas préparés. Après le capitalisme marchand et le capitalisme industriel, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, de la robotique, des sciences du cerveau et du big data. Ce capitalisme a des règles totalement différentes du capitalisme industriel. Et elles sont très cruelles pour les territoires, car il y a une concentration des cerveaux qui est de plus en plus forte. Les territoires ne savent pas garder les cerveaux à l'ère de l'intelligence artificielle, ne savent pas les payer. Ils se concentrent dans quelques métropoles, ce qui crée des aigreurs, des injustices, des gilets jaunes, des malheurs et du poujadisme. Chaque jour, le nombre de chercheurs en IA au-dessus de 5 millions de dollars par an augmente chez les géants du numérique. Ce sont des inégalités que la société va avoir du mal à manager, à accepter, à contrôler. Derrière l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des technologies nano, bio, info et de la cognitique, les sciences du cerveau qui se développent, avec des conséquences en cascade qu'on n'avait pas imaginées. Les mutations sont totalement traumatisantes pour la société, parce qu'il n'y a pas qu'une révolution économique. Il y a aussi un bouleversement géopolitique avec la montée en puissance de l'Asie qui nous écrabouille, ce qui conduit au conflit entre Trump et la Chine que vous connaissez, une modification complète du paysage médiatique avec l'arrivée des fake news sur les réseaux sociaux, par exemple, un changement civilisationnel parce que les modifications génétiques, biotechnologiques, neurotechnologiques permises par l'intelligence artificielle sont absolument bouleversantes. Et derrière, il y a un choc philosophique et un choc politique. En tant qu'acteur de la transformation économique, vous avez l'avenir du territoire entre vos mains.
D'abord, il faut résister à la folie apocalyptique, anti-industrie, anti-science, anti-technologique, développée par les officines vertes, les ayatollahs verts, les khmers verts, qui instrumentalisent cette gamine malade qui devrait aller à l'école au lieu de débiter un discours apocalyptique terrifiant pour les jeunes. Je vois aujourd'hui des gamins qui me demandent comment se faire stériliser pour diminuer leur empreinte CO2. C'est inacceptable. Il faut donner de l'espoir aux jeunes générations et pas laisser la génération Greta Thunberg traumatiser l'Europe, qui est vertueuse sur le plan technologique, pendant que la Chine se développe en polluant chaque jour davantage. Notre masochisme européen qui nous fait accepter ce discours à la con n'est plus tolérable. Il nous conduit directement à notre vassalisation. Greta Thunberg est l'allié objectif de la Chine et des pays qui veulent technologiquement nous vassaliser. Le discours apocalyptique est devenu fou. Fred Vargas, dans les médias, explique que si la température monte d'1,5 degré, il va y avoir de façon certaine dans les toutes prochaines années 4 milliards de morts. Et si on monte à 2 degrés, 6 milliards. Nous ne sommes que 8. Ce discours est devenu fou. Il ne doit pas nous conduire à nier les enjeux écologiques, mais nous devons refuser de nous laisser écrabouiller par la Chine en étant tétanisés par un discours qui nous conduit notamment à détruire notre industrie. Les discours apocalyptiques qui sont très anciens, et je vous rappelle que le Times, en 1880, avait expliqué que Londres allait mourir submergé par le crottin de cheval. L'article a été écrit 6 mois avant l'invention de la première automobile. Notre monde change et Harari a utilisé un mot, homo deus, pour signifier qu'après les religions traditionnelles, nous sommes en train de créer la religion de l'homme tout-puissant grâce à l'intelligence artificielle, ce qui est très troublant. Nous qui venons d'un monde de la sagesse, avec une idéologie judéo-chrétienne qui nous incitait à ne pas être Dieu, mais à être raisonnable et à être soumis à Dieu. D'ailleurs, vous savez que la tour de Babel a été cassée par Dieu qui ne voulait pas que l'homme devienne trop puissant. Avec l'intelligence artificielle, nous créons une gigantesque tour de Babel. Le problème, c'est que Homo Deus est en rodage. Nous ne savons pas comment gérer nos pouvoirs démiurgiques. Entre la folie technologique et l'hubris et puis la sagesse technologique, nous avons beaucoup de mal à nous positionner. Le futur d'Homo Deus sera vertigineux. Le Times faisait récemment la liste de toutes les modifications génétiques que nous allons faire à nos bébés dans les années et décennies qui viennent. Vous savez que la Chine a réussi à faire fabriquer à 2 rates, sans spermatozoïdes et sans mâles, des bébés, et c'est bientôt faisable avec 2 mâles, ce qui va d'ailleurs régler le problème de la descendance biologique pour les couples gays. Et les premières manipulations génétiques, les premiers bébés fabriqués en éprouvette ont été faits en Chine, ce qui conduit la communauté scientifique à s'alarmer, vous le savez bien. Il va falloir être résilient, il va falloir gérer cette révolution sans sombrer dans les prévisions apocalyptiques et sans partir en cacahuète. L'homme est un peu casse-cou, il n'est pas toujours sage. Vous savez que récemment, 2 gamins sont morts en faisant ça, pas lui. Un à Lyon et un en Chine qui s'est filmé et sa copine l'a mis sur YouTube après sa mort. Vous pouvez regarder, un top roofer, vous regardez ça, c'est impressionnant. On le voit, et manifestement, il a soit une crampe, soit il a transpiré, il a la main qui transpire, il est en haut, au 62e étage d'une tour, on le voit tomber. Et on voit ses crispations et l'effroi quand il voit la mort en face. Donc il ne faut pas faire ça. Je vous conseille, mais je l'ai dit à mes enfants, il ne faut pas jouer à ce genre de jeu. Oui, il va falloir gérer cette transition économique, technologique, philosophique le mieux possible et ne pas devenir fou, ni apocalyptique, ni fou, face à cette transformation extrêmement rapide de la société.
personnellement, je pense que c'est un homme mériterait d'aller voir le psychiatre. Et je pense vraiment que pour le cunilingus, ça doit être très dangereux. La vérité est fragilisée, bien sûr, avec l'explosion de la quantité de données que nous produisons. Connaître le vrai est plus compliqué, les manipulations sont de plus en plus faciles, vous le savez, les fake news, les deepfakes, etc. En 2025, chacun d'entre nous va produire 100 gigaoctets de data par jour, c'est-à-dire 100 milliards de data par jour. Bébé compris, Alzheimerien compris en moyenne. 100 gigaoctets, 100 milliards de data par jour et par individu. Dans ce monde de surinformation, il y a un combat éternel entre la rationalité et puis l'obscurantisme. Savonarole n'est pas très loin. La Révolution a guillotiné Lavoisier en disant que la République n'avait pas besoin de savants, n'avait pas besoin de chimistes. On a guillotiné le plus grand savant du XIXe siècle. Staline a imposé Lysenko, qui était un savant fou, et a envoyé au goulag tous les généticiens et tous les biologistes soviétiques dans les années 1950. Et en France, les membres du Parti communiste, et il y avait beaucoup de biologistes communistes au sortir de la guerre, qui n'acceptaient pas les théories de Lysenko et de Staline, disant qu'il était possible de transformer le blé en orge, ont été exclus du Parti communiste. Aujourd'hui encore, alors ce n'est pas le cas dans cette salle, mais à l'échelle de la France, vous savez bien que 9% de gens pensent que la Terre est plate, ce qui montre que la rationalité est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Et Maître Haddad, qui est un avocat spécialisé des technologies IT, connaît bien ce sujet. L'irrationnel gagne. Je me suis inquiété du discours complètement fou des politiques sur le glyphosate, qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes aux territoires agricoles comme la Normandie. Et j'ai montré dans le Figaro, c'est assez drôle, dans l'Express récemment, à quel point le discours contre le glyphosate ressemble au discours contre la masturbation en 1885, quand le docteur Kellogg's, l'inventeur des cornflakes, avait inventé des techniques chez le garçon et de la fille pour supprimer la masturbation, en détruisant le clitoris par l'acide phénique chez la jeune fille et en faisant des circoncisions ultra douloureuses sans aucune anesthésie chez le garçon pour dégoûter définitivement les garçons de se masturber. Dans ce monde, les implications politiques de l'intelligence artificielle sont très fortes et la numéro 2 de Facebook se posait une question à Davos récemment. Pourquoi n'avons-nous pas vu chez Facebook que le fait de réunir entre eux 3,5 milliards de personnes allait avoir des conséquences politiques majeures? Et de la même façon, le patron de Google se posait dans le Guardian la question: est-ce que les humains souhaitent que la technologie aille aussi vite? Est-ce que les humains souhaitent que l'intelligence artificielle les bouscule aussi rapidement? Et il y répondait plutôt par la négative. Alors, le monde va être compliqué, mais le passé était épouvantable. Qui a été opéré de l'appendicite ici? La première appendicectomie, c'est 1888, à Lausanne. Jusqu'en 1888, quand on avait une appendicite, on appelait le curé et le croque-mort. Vous seriez tous morts, enfin, ceux qui ont été opérés de l'appendicite. De la même façon, jusqu'en 1922, les diabétiques insulinodépendants mouraient tous. C'est la première injection d'insuline. Avant le vaccin, quand on avait la polio, on passait des années de sa vie dans les poumons d'acier. Les enfants étaient cloîtrés dans des hangars avec des centaines et des centaines de poumons d'acier dans chaque hangar. Et parmi les gens qui ont attrapé la polio juste avant la vaccination en 1955, il y en a qui sont encore en vie. Il y en a 3 sur Terre qui ne sont pas sortis de leur poumon d'acier depuis 1954. Ce sont les derniers à avoir attrapé la polio avant la vaccination. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis un opposant très très fort aux anti-vaccinations. On voit la connerie des anti-vaccins quand on se rend compte que la rougeole tuait 6 millions d'enfants il y a quelques décennies. Et grâce à la vaccination, elle n'en tue plus que 125 000 par an, ce qui est beaucoup trop, mais qui est beaucoup mieux que 6 millions. En 89,
nous avons vécu un bouleversement absolument incroyable, la chute du mur, Tiananmen et l'arrivée du web. Le mur et Tiananmen a complètement reconfiguré l'économie mondiale. Les Chinois ont empêché l'explosion démographique en Chine et sont devenus une dictature technologique. La Russie a disparu et le web est arrivé en quelques mois. Et c'est le web qui est la matrice de l'intelligence artificielle. L'explosion de l'intelligence pendant ces décennies a été incroyable. Hein, et je vous rappelle qu'une seule requête Google représente plus de puissance informatique que la totalité du programme Apollo pendant 10 ans. Et nous faisons 130 requêtes Google en moyenne par jour. 130. C'est-à-dire nous consommons chaque journée 130 fois la puissance informatique de la totalité du programme Apollo dans l'espace et sur Terre. On a cru, quand le web est arrivé et que le mur est tombé, que c'était la fin de l'histoire. C'était la thèse de Fukuyama qui expliquait que ce n'était pas seulement la fin de la guerre froide, c'était la fin de la guerre, la fin de l'histoire, et qu'on allait d'ailleurs beaucoup s'ennuyer parce qu'il n'y aurait plus jamais de concurrent à la tous-puissance de l'Amérique. Et de la même façon, l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, expliquait que la dictature était morte, que nous allons avoir la démocratie universelle, qu'il n'y aurait plus de fausses informations, et qu'il n'y aurait plus d'écart de revenus, car le web allait supprimer les écarts entre individus, puisque tout le monde aurait accès à toute l'information grâce au web. Et donc, il n'y aurait plus d'écart de revenus et de fortune entre les gens. Nous aurions une société égalitaire. Comme vous savez, on nous avait promis la décentralisation et la démocratie. On a aujourd'hui une extraordinaire métropolisation, ce qui pousse des problèmes pour les territoires périphériques, comme le vôtre sans TGV, par exemple. Et nous avons un écart qui n'a jamais été aussi grand entre les gagnants de cette économie et puis les perdants. Le web et derrière le web, l'intelligence artificielle ont des conséquences inattendues qu'on n'imaginait pas. Tsunami technologique, bien sûr, nouveaux risques, et notamment les risques politiques, alors qu'on pensait qu'on rentrait dans une société sans risque. Déclin de la démocratie, déjà 21 livres anglais et américains sur la mort de la démocratie. C'était inimaginable il y a 30 ans. Et tous ces auteurs sont affolés par le fait que la dictature technologique chinoise est beaucoup plus efficace que nos démocraties occidentales, hélas, en tout cas dans le pilotage de la révolution technologique. L'arrivée d'un capitalisme de surveillance avec les systèmes chinois de crédit social, hein, vous savez à quel point les Chinois sont contrôlés, et quand vous faites trop de conneries, l'intelligence artificielle vous retire des points et vous ne pouvez plus prendre le train ou l'avion. Il y a déjà 10 millions de Chinois qui ont perdu tellement de points par les caméras de surveillance dotées d'intelligence artificielle qu'ils ne peuvent plus prendre les transports. On imaginait que Black Mirror était une fiction de cinéma, c'est une réalité en Chine. Et nous voyons bien qu'il est de plus en plus difficile de se cacher, hein, c'était le titre de The Economist, qui s'inquiétait il y a quelques mois du fait que l'intelligence artificielle puisse déterminer sur une simple photo de nous, un, notre quotient intellectuel, et deux, notre sexualité, et savoir si on est hétéro ou pas hétéro sur une photo de nous, est quelque chose de troublant et qui pose d'énormes problèmes de sécurité. D'ailleurs, pour rester dans ce registre sexuel, le gouvernement américain a exigé que le Chinois qui a racheté Grindr le revende à une société occidentale. Grindr est la principale application, hein, c'est le Tinder des gays, c'est la principale application de rencontres pour homosexuels dans le monde. Racheté par une entreprise chinoise, avec des fonds chinois. Le gouvernement américain s'en est ému, parce que c'est un moyen extraordinaire de faire chanter les militaires, les ingénieurs militaires, et puis un certain nombre de gens ayant des responsabilités technologiques aux États-Unis. Je ne dis pas à ta femme que nous t'avons vu sur Grindr, mais en échange, tu nous donnes quelques informations sur le nouvel avion furtif. Vous voyez que ces problèmes de chantage aux mœurs qu'on imaginait ayant disparu à l'ère du numérique sont en train de réapparaître. Et la sécurité sexuelle n'existe pas. Jeff Bezos a vu, l'homme le plus riche du monde, a vu les selfies sexuelles qu'il a fait pour sa maîtresse avec son téléphone portable dans un miroir, hein, comme dans les films. Et ils ont été récupérés par les pro-Trump
qui lui ont fait du chantage, comme vous savez. Il est assez extraordinaire de penser que les érections de l'homme le plus riche du monde sont maintenant dans le domaine public. Faites attention à ce que vous mettez sur vos téléphones portables. C'est assez dangereux. Nous avons une concurrence internationale et Game of Thrones, c'est de la bibine par rapport à la guerre technologique sur l'intelligence artificielle. Et comment les territoires comme le vôtre peuvent se positionner est une grande question. Il va falloir beaucoup de travail, il va falloir des plans coordonnés de l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés dans les territoires comme le vôtre, sinon vous serez marginalisés et la valeur ajoutée va vous échapper. Et ce n'est pas spécifique à la Normandie. L'autre surprise, c'est que comme la robotique est en retard, en réalité, les plus menacés aujourd'hui par l'intelligence artificielle sont les petites classes moyennes, les gilets jaunes, parce qu'on ne sait toujours pas faire de robots capables de remplacer une femme de ménage dans un hôtel ou de faire la plonge. Et on ne saura pas le faire avant 2040, 2050. En revanche, on sait remplacer un comptable. C'est pour ça que j'ai la conviction que l'intelligence artificielle, si l'on n'y prend pas garde, va générer de plus en plus de gilets jaunes. L'augmentation des écarts, alors qu'on nous avait promis que les technologies numériques diminueraient les écarts, est l'énorme problème aujourd'hui. La concentration de richesse est de plus en plus préoccupante. On en parlait tout à l'heure avec le président de la Chambre de commerce et les responsables qui sont là. Il n'est pas anodin de voir, et le Financial Times s'en émouvait récemment, que Google a dépassé 100 millions de dollars de bonus pour des très bons en IA sur une année. 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Comment les territoires font pour lutter face à des boîtes qui peuvent mettre 100 millions de dollars sur un spécialiste de l'IA? C'est très difficile vu la grille salariale informatique en Normandie. L'autre conséquence, c'est bien sûr la montée en puissance du populisme, car à côté de ces hyper gagnants de l'intelligence artificielle, il y a les perdants. Et pour le dire en quelques mots simples, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes avant de guérir le cancer. Nous avons les effets secondaires politiques de l'intelligence artificielle avant d'en avoir les effets positifs. On voit aussi ces écarts à l'échelle des pays. Et quand j'avais écrit il y a quelques mois sur le fait qu'il y a 39 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine, les responsables économiques marocains que je connais m'ont appelé pour me demander si je n'avais pas bu. Non. C'est la réalité. Le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine il y a 39 ans. Le Maroc n'a pas investi dans l'IA, les nanobiotechnologies, etc. Et toujours un monde avec 40% d'analphabétisme chez les femmes, aujourd'hui encore, pendant que la Chine est en train de devenir la première puissance technologique au monde. On voit à quel point, pour votre territoire, entre investir dans l'IA ou ne pas investir dans l'IA, ça peut vous conduire à être la Chine ou le Maroc dans 50 ans. Et les responsables politiques n'en ont pas conscience. Ils se jouent en ce moment sur ces technologies-là des choses incroyables et qu'on va traîner pendant des décennies. Nous ne rattraperons pas notre retard si nous ne nous mobilisons pas aujourd'hui très fortement pour rattraper les wagons chinois et californiens. La Chine est en train de dépasser les États-Unis en matière de dépenses de recherche et les GAFA sont en train de devenir, j'en parlais tout à l'heure, des acteurs majeurs en matière de recherche. Quelques mots sur la réalité de l'intelligence artificielle. Depuis l'invention du mot en 1956, on a beaucoup fantasmé, notamment dans les films comme 2001, l'Odyssée de l'espace, sur l'intelligence artificielle. En réalité, on a fait très peu de progrès jusqu'en 2012. Il y a eu des phases d'enthousiasme et de déception. Et puis, en 2012, de nouvelles technologies comme le machine learning et le deep learning, qui existaient conceptuellement depuis les années 50 et 60, mais qui ne décollaient pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de puissance informatique, ont explosé. On s'est rendu compte qu'il était possible d'éduquer les intelligences artificielles au lieu de les programmer. C'est la base du machine learning et du deep learning, ce qui donne un énorme avantage aux géants du numérique qui récupèrent toutes nos données personnelles via le téléphone portable. Et c'est la condition nécessaire pour fabriquer de l'intelligence artificielle connexionniste de type deep learning, qui est la partie la plus dynamique de l'intelligence artificielle.
Notre problème, c'est de savoir comment nous allons coévoluer, gouverner, organiser nos relations avec l'intelligence artificielle. Et puis, ça ne va pas être très simple parce que comment réguler l'intelligence artificielle qui peut être une arme, hein, et il y a une guerre militaire très forte sur l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, alors que tout le monde connaît cette molécule. Enfin, il y a des chimistes ici, je pense. Qui ne connaît pas cette molécule? C'est la testostérone. Le problème, c'est comment gère-t-on l'intelligence artificielle dans un monde bourré de testostérone où les gens aiment bien se faire la guerre? Il va falloir y réfléchir car la bataille militaire, je le répète, entre les États-Unis et la Chine sur l'IA devient extrêmement préoccupante. Hein, et nous n'y avons pas suffisamment réfléchi et l'Europe est marginalisée dans ces domaines-là. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer tous les hommes. En réalité, nous rentrons dans la complémentarité des intelligences artificielles. Ce qu'on appelle l'intelligence, nous, en réalité, c'est 4 choses. L'intelligence, relier les choses entre elles, l'autonomie, la sensibilité et la conscience. L'intelligence artificielle n'a que l'intelligence. Elle n'est pas autonome, elle n'est pas sensible et elle n'a pas de conscience artificielle. L'intelligence artificielle est très bête, et c'est d'ailleurs cette bêtise qui donne le grand pouvoir que les géants du numérique ont, car l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour être éduquée, et les gens qui possèdent énormément de données, que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei, ont un énorme avantage par rapport aux acteurs européens qui n'ont pas de données. Se pose une question qui n'est pas qu'une question philosophique. L'intelligence artificielle va-t-elle, c'est le titre d'un papier récent, va-t-elle rester con comme une bite? Ou va-t-elle acquérir une conscience artificielle? Personnellement, je ne le crois pas et je ne l'espère pas. Vous voyez bien que si l'intelligence artificielle acquérait une conscience artificielle, nous aurions des problèmes de type de ceux de la science-fiction. Mais les avis sont très partagés. Ce livre, AI, de Martin Ford à Londres, a colligé l'avis des 23 meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas 2 qui sont d'accord sur la possibilité d'émergence d'intelligence artificielle supérieure à l'homme, dotée de conscience artificielle. Et les avis, pour savoir à quelle date ça peut arriver, varient de 2029, c'est le vice-président de Google, jusqu'à 2199. Vous voyez qu'il n'y a pas de consensus à la question « l'IA peut-elle nous écrabouiller ?» Mon sentiment personnel, mais qui n'a aucune valeur, c'est qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine avant 2050. Ça tombe bien, c'est à peu près là que je vais mourir. Si nous avions des intelligences artificielles fortes dotées de conscience artificielle, ça veut dire que les box comme celle de Google ou d'Amazon pourraient remplacer un avocat, un médecin, un manager, un homme politique. Cela aurait des conséquences sociétales absolument inimaginables, mais je vous le répète, je n'y crois pas. En médecine, je vais dire quelques mots de la médecine. En médecine, nous avons aujourd'hui une grande percée des géants du numérique qui doivent nous inciter à réfléchir sur l'avenir de l'organisation du système de santé des territoires. Car si demain, dans nos territoires, nous avons la disparition des hôpitaux sous leur forme actuelle, ou leur transformation uniquement en maison pour personnes âgées dépendantes, avec le transfert de la valeur du cerveau des docteurs et des soignants vers les ordinateurs de la Silicon Valley, ce serait un énorme problème en termes de dévitalisation des territoires. Ce qui s'est passé dans le monde des médias, où les médias ont perdu la publicité, hein, vous savez qu'aux États-Unis, Google, Facebook et Amazon représentent 86% de la publicité. Si on avait le même phénomène en santé, ce serait catastrophe pour les territoires. Google a montré qu'une photo de rétine pouvait remplacer un grand bilan cardiovasculaire. L'IA dépiste mieux le cancer que les psychiatres, détermine le jour de notre mort bien mieux que les cardiologues, a dépassé très largement les cancérologues en dermatologie. En radiologie du cerveau, c'est un massacre dans les dernières confrontations qui ont été organisées en Chine entre les meilleurs radiologues chinois et les IA, un massacre. En échographie, l'IA fait nettement mieux que les docteurs.
La dernière IA médicale de Google, l'AINA, a 99% de bons diagnostics des micrométastases du cancer du sein, pendant que les docteurs sont à 62. Vous voyez que nous ne sommes plus très loin du moment où les docteurs auront l'interdiction de faire une ordonnance sans demander l'autorisation de l'intelligence artificielle. Susskind, père et fils, ont fait d'ailleurs un très beau livre sur l'avenir des avocats et de l'ensemble des professions libérales, que je vous incite à lire si vous vous intéressez à l'avenir des libéraux. Professions et professional en anglais, ça veut dire bien sûr profession libérale au sens français du terme. Kai-Fu Lee, qui est le grand spécialiste mondial de l'économie de l'intelligence artificielle, et il faut vraiment lire son livre, qui est exceptionnel, qui n'est pas traduit en français, mais qui est absolument remarquable. Lui est optimiste pour les médecins. Il a écrit qu'il ne croyait pas du tout à la disparition des médecins, mais qu'il pense que les médecins vont devenir à l'horizon 2030-2035 des compassionate caregivers, qui seront un tiers infirmier, un tiers technicien et un tiers assistante sociale, ce qui, vous pouvez l'imaginer, enthousiaste des médecins spécialistes qui sont Bac plus 11. Mais ça n'émeut pas du tout les spécialistes de l'intelligence artificielle. Alors, très rapidement, quelques mots sur les différents scénarios possibles d'évolution de l'intelligence artificielle et des répercussions sociétales et économiques. D'abord, le scénario singulariste, auquel les gens de Google, et notamment son vice-président Ray Kurzweil, croient beaucoup. C'est l'idée que l'IA peut dépasser l'homme assez rapidement. The Economist a fait le portrait, il n'y a pas longtemps, de Son. Son, c'est lui qui a racheté les robots de Boston Dynamics, que Google possédait. Et Son est persuadé qu'il peut, avec son nouveau fonds de 100 milliards de dollars, fabriquer des robots ayant 10 000 de quotient intellectuel dans les 20 années qui viennent. 10 000 de quotient intellectuel, la moyenne normande est à 98, et l'homme le plus intelligent sur Terre avait 230 de quotient intellectuel. Je pense qu'il faut interdire la fabrication d'automates ayant un quotient intellectuel très supérieur au quotient intellectuel des humains. Je pense que c'est un problème politique qui doit avoir en droit international, qui doit conduire à une interdiction mondiale en droit international. On imagine les robots dont tout le monde a regardé les vidéos sur YouTube avec 10 000 de QI et une arme à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que ce soit un futur souhaitable. Ça nous mettrait dans un monde plus proche de Terminator que de la vie est un long fleuve tranquille. Non, le bonheur est dans le pré. Le scénario de fin du travail qui angoisse beaucoup de monde. Les empereurs romains avaient déjà peur de la fin du travail. Il y a une discordance totale dans les derniers rapports entre ceux qui pensent que le travail va mourir à cause de l'IA. Oxford disait moins 47% d'emplois à cause de l'IA. En réalité, personnellement, je pense qu'il y a plein de nouveaux emplois qui vont apparaître et je ne crois pas du tout à la mort du travail. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793. Il y a plus de gens à Paris aujourd'hui qui s'occupent de gérer l'eau courante que 29 000. Il n'y a plus de porteurs d'eau, mais il y a encore plus de gens qui gèrent l'eau, et elle est beaucoup plus propre qu'à l'époque, parce que je vous rappelle que les porteurs d'eau allaient chercher l'eau de la Seine à côté des latrines, et donc l'eau que l'on consommait, amenée par les porteurs d'eau, était une eau nettement moins pure que l'eau que l'on consomme aujourd'hui, même quand il y a un tout petit peu de traces de pesticides. Il y a plein de nouveaux métiers à inventer et il est clair que quand les porteurs d'eau sont morts, on n'imaginait pas tous les métiers que nous avons développés au XXe siècle. En tout cas, une chose est sûre, ce dont on va manquer, ce sont les emplois ultra qualifiés. Et on estime que dans 15 ans, on va manquer de 85 millions d'emplois ultra qualifiés. Et donc le travail très qualifié va valoir de plus en plus cher. Le travail qualifié va valoir de moins en moins cher. Comment gère-t-on cet écart entre le travail ultra qualifié qu'on va s'arracher, et on en parlait avec monsieur le président de la Chambre de commerce tout à l'heure, les Chinois ont lancé aux États-Unis une opération de récupération des meilleurs ingénieurs américains en multipliant les salaires par 4, comme le révélait le Financial Times récemment. Vous êtes à 1,5 million de dollars à Miami, les Chinois viennent et ils vous proposent 6 millions par an si vous débarquez en Chine le lendemain.
ce mercato des cerveaux, cette guerre des cerveaux, pose d'énormes problèmes aux territoires qui ne sauraient pas demain développer des pôles universitaires de haut vol, attirer des ingénieurs, avoir un cadre de vie qui permet de faire venir les employés ultra qualifiés dont on a besoin à l'ère de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il faudra un traitement social de cette question-là, et nous n'avons pas, la crise des Gilets jaunes l'a montré, nous ne savons pas aujourd'hui comment gérer cet écart croissant entre les gagnants et les perdants de la nouvelle économie. Le scénario qui, moi, personnellement, m'angoisse, c'est le scénario dans lequel on aurait un vrai apartheid intellectuel, hein, comme Homo Deus l'a écrit, enfin comme Harari l'a écrit dans Homo Deus, un monde où il y a des dieux qui maîtrisent bien l'intelligence artificielle et des inutiles que l'on met au revenu universel en attendant leur retraite. Que dans la version originale d'Homo Deus, Harari appelle Gods on Useless. C'est vrai que nous industrialisons l'intelligence artificielle sans réfléchir à la démocratisation de l'intelligence biologique, et il ne faudrait pas qu'on arrive à un monde à la Elysium. L'autre scénario, c'est un scénario de victoire de l'idéologie de la Silicon Valley et des géants de l'intelligence artificielle en Chine. C'est le scénario transhumaniste, la mort des limites, de réussir tous les fantasmes des transhumanistes. Tuer la mort, et vous savez que Google a créé une société pour euthanasier la mort qui s'appelle Calico, il y a déjà 6 ans, et qui est destinée à nous rendre par étapes immortels, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, augmenter nos cerveaux, hein, c'est le but de la nouvelle société d'Elon Musk, Neuralink, qui veut mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre plus compétitifs face aux petits Chinois et à l'intelligence artificielle. Et puis, la suppression du risque de la naissance en fabriquant des bébés à la carte grâce à la sélection génétique. Les Américains et les Anglais adorent ça et trouvent normal qu'on fasse de l'enhancement de nos enfants. En France, vous le savez bien, les gens sont bien davantage réservés. Pour lutter contre l'intelligence artificielle, certains dans la Silicon Valley et en Chine proposent qu'on fabrique de l'intelligence biologique comme on fabrique de l'intelligence artificielle. Donc, inquiet par le développement de l'IA, Elon Musk a créé Neuralink, destiné à augmenter nos cerveaux. Les questions neuroéthiques, neuropolitiques, neurophilosophiques sont à nos portes. A-t-on le droit d'augmenter les capacités intellectuelles des gens par ces technologies-là, notamment pour diminuer les écarts entre les individus, ou faut-il ne pas toucher au cerveau des gens et maintenir des écarts importants avec une part importante de la population qui demain ne sera pas compétitive face à l'intelligence artificielle, non pas de 2019, mais de 2030 ou de 2050. Les Chinois, eux, sont plutôt dans une voie eugéniste biologique que la voie neurotechnologique que propose Elon Musk. Cette neuroéthique et les limites que l'on doit donner à la manipulation de nos cerveaux, on le touche du doigt quand on voit la conférence de presse, la réunion où le patron de Netflix a expliqué que le but de Netflix n'était pas de nous louer des films dans le futur, mais ce sera de nous donner des pilules pour nous faire vivre le film, comme dans le fameux film avec Schwarzenegger, Total Recall, où il part sur Mars grâce à une pilule qui d'ailleurs ne lui réussit pas parce qu'il devient schizophrène. Ce mélange entre intelligence biologique et intelligence artificielle que Ray Kurzweil chez Google veut promouvoir pose d'énormes questions. Il va bien falloir y réfléchir. Nous, en Europe, on a un scénario qui nous pend au nez, c'est celui de la vassalisation économique. Nous devenons une colonie numérique des GAFA, et quand on voit que Total a confié il y a quelques mois son exploration pétrolière à Google, parce que pour faire de l'exploration pétrolière, il faut d'abord de l'intelligence artificielle, on se dit qu'il faut vraiment que nous réfléchissions aux moyens de nous réarmer technologiquement face aux géants du numérique. Dans cette bataille pour la suprématie digitale entre la Chine et les États-Unis, l'Europe est objectivement le castrat, et l'avance qu'ont pris les géants du numérique est énorme. J'ai fait le compte des données que les géants du numérique américains ont sur moi. Apple a 2 téraoctets de données sur moi. Amazon, 200 gigaoctets. Facebook, 140 gigaoctets. Google, 1 téraoctet, c'est-à-dire 1000 gigas. Et Microsoft LinkedIn, 30 gigas, 30 milliards. Carrefour, Auchan, la Fnac peuvent toujours aller se rhabiller pour me vendre des trucs.
jamais ils ne pourront personnaliser leurs offres comme les géants du numérique le peuvent. Et puis, le problème qu'on a, c'est que les géants du numérique investissent beaucoup dans les technologies d'avenir. L'année dernière, Amazon, c'était déjà 5 fois le CNRS et 2 fois la recherche publique française. Amazon est en train d'arriver à 32 milliards de budget de recherche. On va être à 8 fois le CNRS. Seulement pour Amazon. La bataille, aujourd'hui, ne se joue pas à coût de dizaines de millions de dollars. Elle se joue à un niveau bien plus élevé. Et d'ailleurs, Jeff Bezos a présenté la semaine dernière ses nouveaux projets de station spatiale, très enfantine, hein. Ça ressemble à Elysium. Vous voyez, il imagine des fleuves, des villes européennes un peu modifiées, avec des montagnes, des glaciers, des cascades. Voilà comment il imagine le monde, fabriqué par Amazon et par la société qui l'a développé, Blue Origin, qui fabrique des vaisseaux spatiaux et dont il veut en faire le pivot de cette conquête du cosmos dans les décennies qui viennent. Va-t-on être sauvé par le démantèlement des géants du numérique, comme le proposait The Economist? Je ne le pense pas. Il y a beaucoup de gens qui proposent qu'on démantèle les grands acteurs de l'intelligence artificielle. Même le copain d'enfance de Mark Zuckerberg, on les voit aujourd'hui et on les voit quand ils étaient jeunes, a écrit dans le New York Times qu'il était nécessaire de couper Facebook en morceaux, ce qui n'est pas très bon, camarade. Notre problème, le problème de la région, le problème de tous les acteurs, ça va être de réussir la transition cognitive, d'amener tout le monde à être compétitif dans ce monde, pour créer une société de solidarité intellectuelle et non pas une société telle que Harari l'a décrit ou telle que Fritz Lang l'avait décrit entre les deux guerres dans Métropolis. Le logiciel suisse nous montre le chemin. Et c'est un chemin qui est assez adapté d'ailleurs à votre région, car la Suisse ressemble à la Normandie. Territoire agricole, plus territoire industriel. Et en France, il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux. Contrairement à nous, la Suisse ne s'est pas spécialisée dans les services à la personne. Il est important de refaire le lit des Alzheimeriens, mais ce n'est pas avec ça qu'on crée de la richesse. Et on gagne moins quand on est dans les services à la personne que quand on est technicien dans une usine. La Suisse a maintenu des usines dans les vallées, très compétitives, avec des salaires ouvriers énormes. Et vous savez que le SMIC, même si ce n'est pas un SMIC légal, est à 3 000 € par mois. En Suisse, c'est 2 fois ce qu'il est en France. La Suisse a développé remarquablement l'économie de l'intelligence. Elle a refusé d'envoyer les gens qui ne sont pas adaptés aux études universitaires dans des facs pour les transformer en facs pourris. Il n'y a que 30% des gamins qui vont à la fac, les autres vont en apprentissage, devenir des plombiers très bien payés, des techniciens très bien payés, des ouvriers de haut niveau bien payés, au lieu de faire des thèses de sociologie qui conduisent à l'Agence nationale pour l'emploi pendant 50 ans. Après avoir passé 12 ans à la fac de Caen. Oui. J'avais proposé qu'on offre un billet de train Paris-Lausanne à Édouard Philippe. La recette suisse, c'est de miser massivement sur de très bonnes universités. Et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est devenue un des grands centres d'ingénierie et d'écoles scientifiques au monde, a un budget de 900 millions. Le budget de Polytechnique à Palaiseau, c'est 150 millions. Et à l'EPFL, les profs sont payés 303 000 € en fin de carrière. C'est 5 fois plus qu'à Caen ou à Rouen. Il ne va rester dans nos universités, si on continue à déconner, que les troisièmes couteaux. En plus, les locaux à l'EPFL sont sans commune mesure avec les locaux pourris de nos universités. Sans commune mesure. Où on ne peut même pas aller pisser tellement les toilettes sont sales. Allez pisser à l'EPFL, vous allez voir la différence. Dans nos entreprises, il va falloir organiser la fusion entre les départements des ressources humaines et les départements d'IT. Nous ne pouvons pas continuer à séparer le management des cerveaux biologiques et des cerveaux artificiels. Si on veut assurer la complémentarité entre l'intelligence artificielle et les travailleurs humains, il faut bien coordonner le pilotage des deux. Ça suppose que l'IT et la GRH se rapprochent. Alors,
comme les GRH sont des burnes en technologie, en réalité, c'est l'IT qui va prendre le contrôle des départements GRH et ça va être encore plus compliqué que la fusion des deux Normandies d'un point de vue consulaire. Qui n'a pas été très compliqué quand même, hein, c'était un compliment. D'assurer la complémentarité entre le neurone et le transistor, ça ne va pas être simple, car nous ne savons pas bien aujourd'hui comment diminuer les inégalités intellectuelles. On dit l'école va régler les problèmes, l'école va régler les problèmes, l'école va régler les problèmes. J'adore l'équipe Macron, mais l'équipe Macron a caché l'échec du dédoublement des classes de CP. Le dédoublement des classes de CP, ça multiplie presque par 2 la dépense par enfant, et on a gagné 0,1 écart type sur le niveau des gamins. Pour des gamins qui sont à moins 3 écarts type. On fait x2 sur la dépense et on gagne 0,1 écart type sur 3 écarts type. C'est-à-dire rien. Nous ne savons pas, au moment où nous parlons, diminuer les inégalités intellectuelles par l'école, et c'est un énorme problème pour la gestion politique de la société de l'intelligence artificielle. Et d'améliorer le niveau des profs ne marche pas non plus. Je vous invite à lire un rapport américain sur la formation des profs, le Mirage. Ils dépensent presque 20 000 $ par an et par prof en formation continue aux États-Unis. Et le bilan de ce rapport, qui est téléchargeable gratuitement en PDF sur le web, c'est former les profs n'améliore pas le niveau ni le niveau des élèves, il faut recruter des profs plus intelligents. Ce qui est sans doute très bien pour les écoles, mais qui pose un problème pour les profs moins doués, pour reprendre la terminologie du rapport. Je me suis personnellement beaucoup insurgé contre 2 conneries politiques dans la gestion de la révolution de l'IA. L'idée que les digital natives allaient casser la baraque et que si on donnait des iPads aux gamins, ils allaient devenir des travailleurs super qualifiés qui allaient écraser les vieux. Et d'autre part, le fait qu'on allait transformer tous les gamins en codeurs. Ce sont 2 escroqueries politiques. Il n'y a pas plus d'1 enfant sur 6 qui est capable d'apprendre à coder. Il faut 115-120 de QI pour apprendre à coder. Tout le monde ici peut coder, mais ce n'est pas le cas de la totalité des enfants. Et puis d'autre part, raconter qu'en distribuant des iPads dans les écoles ou des ordinateurs, les gamins deviennent plus malins et sont meilleurs, eh bien c'est faux. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas de différence entre des gamins à qui on donne des appareils électroniques et des gamins à qui on ne donne pas d'appareils électroniques. C'est aussi con de penser qu'en donnant du digital aux gamins, ils vont devenir digital natives et qu'ils vont faire mieux que les vieux, que de donner des livres aux gamins et de penser qu'ils vont spontanément devenir book natives et parfaitement maîtriser l'écrit. Eh bien, les études montrent qu'il n'y a pas de bénéfice à mettre du digital à l'école. Il n'y a pas de miracle. Il y a aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, 30% des petits Français qui quittent l'école en étant incapables de lire un texte de 5 lignes et de le résumer. Et une étude récente montre que 30% des jeunes sont incapables de remplir un formulaire simple sur le web. Mettre une photo sur Instagram, oui. Remplir un formulaire simple, non. En réalité, c'est plus compliqué de remplir un formulaire sur Internet que sur papier, parce que sur papier, on peut toujours aller demander à quelqu'un qui est plus malin que soi de le remplir, alors que sur Internet, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Donc il n'y a pas de miracle. Et le discours politique nous fait prendre beaucoup de retard. Et pour utiliser une métaphore violente, dire tous codeurs, y compris aux gamins moins favorisés sur le plan cognitif, c'est aussi sadique et aussi voué à l'échec que de prendre un enfant myopathe et de lui dire « grosse feignasse, lève-toi et marche ». C'est sadique et inutile. Donc il va falloir que le discours politique intègre le réel. Si nous voulons faire progresser l'école, il faut sortir de la pensée magique. Avec le codage informatique et la distribution numérique, tous les gamins vont être demain adaptés à la société de l'IA. C'est totalement faux. On ne sera pas adapté à la société de l'IA quand on a 30% des gamins qui ne savent pas lire et écrire correctement en France. C'est pareil, en Italie, c'est 35%. En conclusion, finalement, il y a 2 royaumes demain. Il y a le royaume de l'IA, quand il y a beaucoup de données, et où les progrès sont exponentiels, explosifs. Ce qu'on appelle l'analyse de pattern en novlangue IT.
Et puis, il y a la résolution des problèmes complexes, quand il faut être transversal, multidisciplinaire, et qu'il n'y a pas beaucoup de data. Et là, il y a zéro progrès pour l'IA. On reste dans le domaine de l'homme. Dans cette salle, la totalité d'entre vous sont irremplaçables par l'IA. Le problème n'est pas dans cette salle. Il est ailleurs. Quand il y a beaucoup de data, qu'on n'est pas transversal, que les règles ne bougent pas et qu'il n'y a pas besoin d'empathie, l'IA nous dépasse. En revanche, quand il n'y a pas beaucoup de data, que les règles bougent, qu'on est multidisciplinaire et qu'il y a besoin d'empathie, l'IA est nulle et elle est définitivement et durablement nulle. Kai Fu Lee a fait une matrice remarquable, s'il y en a, je peux vous l'envoyer, sur le territoire de l'IA en bleu et le territoire de l'humain en fonction de la typologie des métiers. Et on voit se dessiner progressivement la cartographie de ce qu'il faut faire pour ne pas être dépassé par l'IA. Et où il faut envoyer nos enfants. Alors je vais vous spoiler, l'éducation nationale aujourd'hui envoie préférentiellement nos enfants dans des domaines où ils vont être dépassés par l'IA. Globalement, si on fait une carte très simple, en fonction du volume de données, plus il y a de données, plus le cerveau humain est dépassé. Nous ne pouvons pas traiter 1000 milliards d'informations en 30 secondes. Et nous ne le pourrons jamais. En revanche, l'IA est nulle quand il n'y a pas beaucoup de données, et elle l'est durablement, et elle est très très forte quand il y a beaucoup de données. Contrairement aux conseils qu'on donne aux gens, où on dit à tout le monde d'aller dans le domaine du big data, un cerveau humain raisonnable doit aller là où il n'y a pas beaucoup de data. Car là, il est imbattable par l'IA pour les 50 prochaines années. Partout où il y a beaucoup de données, l'IA va nous écrabouiller. Quand il y a 1000 milliards de données, là, l'IA va faire mieux que nous, même que les meilleurs mathématiciens comme Cédric Villani. En revanche, quand il n'y a pas beaucoup de données, l'IA est nulle, 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 pour des raisons qui sont des raisons très durables liées à la structure du machine learning. Il faut fuir le big data à l'échelle individuelle, même si une région comme la région Normandie doit développer l'industrie du big data. Mais en tant qu'individu, il ne faut pas aller dans les domaines où il y a trop de data. En tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur économique, vous avez un rôle majeur. Dans les 5 années qui viennent, nous allons déterminer si nos territoires sont les gagnants ou sont les perdants de cette nouvelle économie. Les écarts entre les territoires vont encore augmenter. La dévitalisation des territoires qu'on a connue depuis 50 ans va encore s'accentuer. L'axe Charleville-Mézières-Dijon, ça va être épouvantable dans 30 ans. Pour être gagnant de cette économie-là, éviter d'avoir demain de graves problèmes sociaux, il faut se brancher directement sur les industries NBIC et les industries de l'intelligence artificielle, ce qui suppose de reconfigurer l'université, de reconfigurer les centres de recherche et d'aider les entreprises à ne pas se faire dépasser par les géants de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, IT, informatique et politique vont devenir synonymes. La politique va de plus en plus s'occuper de sujets d'intelligence artificielle. Il faut inventer dans votre région une ingénierie de la décision technique et politique pour permettre à la région de ne pas être dépassée et pour gagner cette bataille technologique. Enfin, un dernier point, pour un territoire attractif, il faut rester beau. Il faut veiller à ce qu'on n'abîme pas le centre de Rouen. Il faut veiller à ce qu'on n'abîme pas, par des zones industrielles hideuses, les territoires, les vallées normandes. Il faut maintenir un art de vivre. On ne fera pas venir les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle dans des territoires pourris. Et puis, il faut faire un effort en gastronomie. Je regrette que la Normandie soit la seule région de France où il n'y a pas de 3 macarons Michelin. Il y a là encore un effort à faire. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle sur Terre. Je vous remercie. Je crois qu'il y a des questions de prévues.
monsieur Lins. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle qui va permettre justement de dépasser l'homme, d'avoir une vision presque de prévenir l'avenir. Quid de l'informatique quantique? Alors l'informatique quantique, est-ce qu'elle va un jour exister? On n'est pas sûr. Il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Quand on parle d'ordinateurs quantiques, aujourd'hui, ce ne sont pas des ordinateurs quantiques, ce sont des ordinateurs traditionnels simulant du quantique. En réalité, on ne sait pas faire d'ordinateurs quantiques aujourd'hui. Les gens estiment que ça pourrait arriver entre 2030 et 2060, mais ça reste très incertain. Est-ce qu'on peut, les pays européens, jouer la carte quantique? Alors c'est un peu risqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à miser et c'est un pari à haut risque. Et aujourd'hui, les plus en avance en quantique, c'est qui? La meilleure équipe quantique au monde, c'est Google, qui fait un pari à 2050. Donc là encore, on a pris du retard sur un sujet qui est passionnant, mais dont on n'est pas sûr qu'il puisse donner des prototypes industriels, même à l'horizon 2050. Oui. Oui, je vous ai beaucoup entendu parler de robotique, d'IA, de data. Il y a une révolution qui est assez prégnante dans d'autres continents et peu en Europe. C'est la révolution bleue, les biotech, qui vont changer tous nos process de fab, tous nos aspects médicaux, biotechnologie, biocarburants, etc. Alors, est-ce que c'est une volonté de ne pas en parler? Est-ce que c'est encore trop futuriste? Comment... Non, voilà. Non, bon, on ne peut pas parler de tout, j'ai déjà dépassé mon temps. Sur les biotech, l'Europe déconne. Notre législation sur les OGM est suicidaire, idéologique, sacrifie l'avenir de nos enfants, parce que cette industrie des semences est en train de quitter l'Europe, et on était en France, avec l'Imagrin notamment, on était leader mondial sur la semence, on est en train d'être écrabouillé. Et la jurisprudence récente de la Cour européenne de Luxembourg sur les nouvelles formes de manipulation génétique des végétaux est suicidaire pour l'Europe. Absolument suicidaire pour l'Europe. On ne parle que de bio en Europe. À aucun moment, on ne parle d'agriculture scientifique. Or, il va quand même falloir nourrir 11 milliards de personnes sur Terre. Le bio ne peut pas nourrir plus de 4-6 milliards de personnes sur Terre. On ferait mieux de s'occuper d'alléger la législation européenne sur les OGM. Donc oui, les biotech, c'est effectivement très important, mais aujourd'hui, c'était l'IA, le sujet de la conférence, ce n'était pas l'ensemble des technologies. En biotech, l'Europe déconne encore un peu plus qu'elle déconne sur l'intelligence artificielle, hélas. Alors, le résultat est moins visible aujourd'hui qu'il est sur l'IA. Sur l'IA, c'est visible. Tout le monde sait qu'il n'y a pas l'équivalent d'un GAFA ou d'un BATX en Europe, alors qu'on ne mesure pas à quel point on a pris du retard en biotechnologie à cause d'un obscurantisme de notre continent sur la génétique qui est catastrophique. Oui. Bonjour, Aline Uzi-Louis, donc je suis chef d'entreprise patrimoniale, donc dans le secteur de la programmation et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la santé, et élue à la CCI Rouen Métropole et Normandie. On a un vrai sujet sur le territoire de campus, où entre les acteurs économiques et les acteurs politiques, on ne met pas derrière le mot campus la même chose. Nous, acteurs économiques, on considère qu'effectivement l'avenir et l'attractivité du territoire, je pense que vous en avez parlé aussi beaucoup, passe aussi par des universités qui ont une renommée internationale. Pour vous, quelle est la prochaine image d'un campus? Alors, il faut que les régions obtiennent la tutelle des universités avec un droit dérogatoire. Il n'y a pas 36 solutions. Ce n'est pas politiquement correct, mais on n'aura pas de bons professeurs d'université à 5 000 par mois en fin de carrière. On n'en aura pas. Parce qu'à l'échelle mondiale, ça vaut plus. Et qu'un bon universitaire qui ne parle pas anglais, il n'y en a plus. Et que la vie à Boston est parfaitement agréable. Le PFL a piqué pas mal de très bons professeurs d'université en France. Parmi les meilleurs professeurs d'université en sciences, il y en a un nombre significatif qui postulent à l'EPFL. Tous ne sont pas pris, parce qu'ils ne prennent que les bons, bien sûr. Mais donc, on a déjà un brain drain. Et dans les domaines comme l'intelligence artificielle, le quin, il est parti. Vous savez bien que beaucoup des grands spécialistes français de l'IA ont été bouffés par les géants du numérique international. Donc, il faut changer le droit. À droit
constant, on n'aura que des facs pourris. Il faut que le directeur de la fac puisse dire aux gens qui viennent glander pour avoir juste l'assurance maladie de la mutuelle, taille-toi crapaud. Au lieu de dire j'en veux plus parce que ma dotation dépend du nombre d'étudiants. Que les gens acceptent d'avoir des petites universités de haut vol où on est leader mondial sur un territoire donné au lieu d'être merdique partout. On n'a pas compris que la recherche, ça ne sert à rien d'avoir des Poulidor. Vous savez, Poulidor, qui était éternellement numéro 2. On s'en fout de découvrir la même chose que les Chinois 5 ans après. Il faut être numéro 1. Mais on ne peut pas être numéro 1 partout, donc il faut une stratégie de recherche. Il faut donner des moyens très importants aux bons. Or, en recherche, aujourd'hui, nous ne pouvons pas garder les bons, nous ne leur donnons pas de moyens, nous donnons des moyens équivalents à tout le monde. On en parlait tout à l'heure, le président d'Antoine Petit. Quand le directeur général du CNRS dit, dans le Figaro, il y a un problème, un chercheur en intelligence artificielle, bac plus 11, que le monde entier s'arrache au CNRS et à l'INRIA, il y a moins de 3 000 € bruts par mois. Quand Google arrive avec des chèques à 1 million par an, eh ben, on ne peut pas avoir de bons. Hélas, même les gens les plus motivés vont penser, à juste titre, qu'on se fout de leur gueule. Donc, un droit dérogatoire, la possibilité pour les régions de créer des EPFL locales. Hein, Lausanne, ce n'est pas plus gros que Rouen. Hein. Ce n'est pas une ville de 10 millions d'habitants, Lausanne, c'est minuscule. Et ils ont fait, entre l'école hôtelière, qui est extraordinaire, dessinée par un architecte de grand talent, ils ont montré qu'il n'y avait pas que les études scientifiques et universitaires, on pouvait aussi, dans le domaine de l'apprentissage des métiers, avoir des écoles de bon niveau. Il faut qu'on suive ce chemin-là. Nos facs pourris, en grève 6 mois par an, ne sont pas un atout dans la guerre mondiale de l'intelligence. Donc les facs pourris, il faut les casser. Et il faut créer des petits instituts de recherche de haut vol. Et il faut que les étudiants qui ne sont pas faits pour les études ne fassent pas des études. Car avant, pour aller à la fac, il fallait le bac. Mais comme on donne le bac à tout le monde, y compris aux chèvres, eh ben, il n'y a plus aucune limitation à l'entrée en fac. Hein. Vous savez qu'on approche de 90% au bac. Hein. Pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut vraiment faire un effort exceptionnel. Ouais. Non, c'est vraiment très difficile. Donc, oui, il faut changer notre regard. Dans une guerre mondiale des cerveaux, dans une guerre de l'intelligence, il faut changer nos universités, leur donner des moyens considérables, mais sur des périmètres plus réduits. Et puis, il faut envoyer faire autre chose, les mauvais chercheurs et les mauvais profs. Notre système où, quand on est mauvais, on est quand même prof à vie, est intenable. Il n'y a pas un système universitaire performant sur Terre où on garde des mauvais jusqu'à leur retraite. On est indéboulonnable quand on est chercheur. Depuis le changement du statut de la recherche publique française et du CNRS, sur lequel il y avait une souplesse avant 1982, hein, depuis le changement de statut, les gens sont indéboulonnables. Ce n'est pas possible. Il faut payer très cher les bons et les mauvais, il faut qu'ils aillent cultiver leur jardin ou faire autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Les grandes écoles ne font pas assez de recherche. Il est nécessaire de revitaliser la recherche universitaire et les pôles universitaires, car les grandes écoles ne sont pas une réponse à l'ensemble des questions qui se posent à l'économie de l'intelligence. Il y a des pays qui ont développé des pôles universitaires, pas des grandes écoles de haut vol. Regardez Oxford, regardez Cambridge, regardez l'UCL, regardez King's College. Ce ne sont pas des grandes écoles, ce sont des universités, mais elles ont un recrutement élitiste, un niveau exceptionnel, elles sont mondialement connues, ce sont des atouts dans la guerre technologique. Nos facultés à nous ne sont pas des atouts dans la guerre technologique, ce sont des poids morts. C'est bon? Merci beaucoup.